hein, sur les déséquilibres, hein, en mettant un 2. Bien sûr, il y a du matériel pédagogique, des élastiques, des Swiss balls. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de l'ergothérapeute pour sécuriser la pratique. Sinon, au niveau du matériel, j'ai vu avec la directrice, c'est pas un souci pour stocker la surface de tatami, parce qu'ils ont des lieux pour pouvoir stocker la surface, et également tous les kimonos. Donc là, tout de suite, au niveau matériel, c'est bon. Maintenant, c'est le soutien financier, c'est pour ça que je suis devant vous. Et il y a eu un enthousiasme assez fort de la part de toute l'équipe du Cap-Vert. Et c'est vrai que si on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet, ben, il y aura la rencontre avec les familles. Et je pense que si c'est important, si on met en place ce projet, de faire venir aussi les élus des collectivités qui puissent voir qu'il y a autre chose qui se passe dans les EHPAD. Souvent, les familles disent bon, ben, c'est la dernière ligne droite. Ben non, il y a des choses qui se passent. On peut faire autrement. On peut vivre, on peut bien vivre, même en étant en EHPAD. Vous voulez chercher des sous, en fait. Là, oui. Bienveillance. C'est des sous de la bienveillance. Ce sont des séances collectives, là, oui. Vous avez parlé de 10 séances à 750 oui. €. Oui. C'est en groupe de combien? Oui, entre 12 et 14, pas plus. Hein. La séance dure 1h30. Hein. On enlève en général 20 minutes d'installation et de désinstallation. Hein. Donc c'est quand même intensif. Donc il faut savoir, bon, les séances elles peuvent se dérouler, même les personnes qui sont en fauteuil roulant. Hein. On fait monter le fauteuil roulant sur le tatami, on peut avoir une autre personne en face sur une chaise, travailler sur la mobilité avec les jambes, comme si on faisait un petit balayage. On peut mettre un bâton, bien balayer le bâton, donc c'est-à-dire qu'on travaille la voûte plantaire, sur son extension, sa flexion. Donc après on a cet ancrage dans le sol, c'est ça qui est important, et de redresser, d'avoir une posture, hein, plutôt que d'être sur le déambulateur en étant bouté, ben, c'est de relever le menton, regarder l'autre. Hein, travailler l'entraîne mutuelle, c'est de regarder l'autre, et donc là aussi on retravaille sur la chaîne musculaire et articulaire. Et on retravaille sur les amplitudes également. Donc c'est que du positif pour tout le monde. Ça se pratique déjà en EHPAD? Oui, ça se pratique, mais là on voit une photo, c'est oui, sur l'île de France. Sur l'île de France, oui. Sur l'île de France, oui. L'île de France. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas fait encore. Ce serait une première. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. En plus, concernant le matériel, si on souhaite s'engager dans ce projet-là, il y a l'ARS qui ont des budgets fléchés sur de l'achat de matériel. Donc là, ce ne serait pas un souci. On pourrait même... C'est pas tant, en fait, votre problème de financement, c'est pas tant le matériel, c'est plus un problème de budget de fonctionnement. Exactement. Hein. C'est de financer l'éducateur sportif. Hein, c'est de financer l'éducateur sportif. Donc, voilà, c'est le point d'achoppement. Merci. Alors, la question... Bonjour, Nadine Héritier-Branco, pharmacienne chef et coordinatrice de l'équipe ETP de Sainte-Marie-le-Puy. Donc Maxime Poitier, responsable communication aux établissements Sainte-Marie-Haute-Loire. Pour commencer, on va commencer avec une petite expérience et on va vous demander de nous donner votre téléphone portable pendant toute la présentation. Pendant ce temps, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien il y a d'utilisateurs de téléphone en France en 2019 à peu près? Si vous avez une idée. 45 millions. C'est à peu près ça, c'est 50 millions. Ça représente à peu près 75% de la population française. Et il faut savoir que ces 75% de la population française passent en moyenne 3 heures par jour sur leur écran et téléchargent environ 50 millions d'applications par semaine, donc c'est énorme. Ça crée des nouveaux comportements et ces nouveaux comportements ont créé des nouvelles attentes et du coup ça oblige à créer des nouvelles fonctionnalités. Donc notamment il y a des applications. Ou à la fin, hein. À la fin. À la fin. Donc, peut-être que vous avez ressenti une petite frustration, une petite peur, certains d'entre vous par rapport au téléphone. On vous les rend, hein. Donc on n'est pas des monstres, on va vous les rendre. Mais du coup, tout ça, ça montre que le téléphone c'est devenu un partenaire incontournable en fait dans notre vie quotidienne.
Voilà. Et dans le domaine de la santé, il est très utilisé. Nous retrouvons des applications, par exemple, pour le suivi de la tension, du rythme cardiaque. Dans le sport, on l'utilise beaucoup. Et dans le domaine des maladies chroniques, plus particulièrement en santé mentale, vous pouvez retrouver des applications informatives, comme pour les patients atteints de troubles bipolaires, ou aussi pour les aider à l'entraînement à la vie quotidienne, comme une application qui s'appelle Alix et moi, pour les patients atteints de schizophrénie. Mais nous ne retrouvons pas d'application qui met en lien la maladie chronique en santé mentale et l'éducation thérapeutique du patient. Donc nous, l'équipe d'éducation thérapeutique du patient sur l'hôpital du Puy, nous accompagnons les patients atteints de maladies chroniques, plus particulièrement la schizophrénie, donc par un programme qui a été labellisé depuis 2016 par l'ARS, et nous les accompagnons donc à se rétablir de cette maladie et à apprendre à vivre avec, afin d'être capables de retrouver un espoir, de se différencier de leur maladie, être capables de gérer au quotidien leur santé, leur traitement, et être capables de faire leur propre choix de vie et de limiter les risques. Donc notre programme est composé de plusieurs modules qui se fait en séance. Donc un module sur la maladie, un autre sur le traitement, un sur les addictions et un sur la vie au quotidien. Et puis un particulier pour les aidants. Donc à la fin, nous donnons des documents qui sont réunis dans un porte-revue. Ça peut être un planning, ça peut être des documents informatifs pour les aider dans le suivi et puis pour aller plus loin aussi que ce qu'on voit en présentiel. Et donc depuis 2016, on a relevé que 82% environ des participants trouvent que les informations sont intéressantes dans le dossier papier. Par contre, on constate donc un fort taux d'intérêt pour les informations et on constate qu'il y a quand même 25% jusqu'à 50% d'absentéisme pendant les séances des patients. Donc ce qui est quand même énorme avec toutes les conséquences que ça peut entraîner dans le suivi des patients. Et du coup, fort de ce constat, il nous a paru que le développement d'une application spécifique pour assurer le suivi et pour optimiser le suivi des patients par le TP était un booster naturel et permettait d'éviter les éventuelles rechutes, les éventuelles réhospitalisations qui peuvent être catastrophiques psychologiquement pour le patient et pour les aidants. Et du coup, on a pensé l'application pour les patients, pour les aidants, les proches, et pour les professionnels du programme ETP, donc les pharmaciens, médecins psychiatres, infirmiers, préparateurs, etc. On a voulu que l'application soit plus facile à prendre en main, donc sans formation, donc, avec une interface extrêmement intuitive. Donc l'application, c'est la solution mobile pour accompagner le patient dans le suivi ETP. C'est donc le compagnon pédagogique, ludique, pour retrouver les informations qui ont été données pendant la séance, et puis d'autres pour aller plus loin entre les séances. C'est aussi donc le compagnon pour suivre l'évaluation en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'avec ce compagnon numérique, le patient peut évaluer sa satisfaction, mais aussi s'évaluer avec des grilles, avec des échelles, qui pourront être suivies et donner des statistiques. Donc c'est aussi le compagnon pour aller plus loin et garder le lien. Donc ça pourra être un moyen de partage avec le soignant, les professionnels. Ça pourra être un compagnon de communication et trouver des infos comme les recommandations qu'on pourrait lui faire sur sa santé, sur l'agenda, retrouver son planning. Et il pourra aussi retrouver des liens qui pourra lui donner de l'interaction, comme par exemple le blog d'Aubenas, j'y ai pensé, le blog d'Aubenas, on pourra avoir un lien, ou d'autres applications, celles que je vous ai parlé tout à l'heure, Alix et moi, pour les entraîner à la vie quotidienne, ou aussi peut-être le trajet mystère du Puy. Voilà, donc cet outil permettrait voilà, plus de choses. Et du coup, l'application elle sera aussi bien utilisable sur le smartphone des patients, sur leur tablette, mais aussi des aidants et des professionnels. Elle sera téléchargeable sur toutes les plateformes, quelle que soit la marque du téléphone. Elle sera utilisable en hors connexion. Toutes les données seront disponibles hors connexion et elles pourront être mises à jour dès qu'on se raccroche à un réseau. Et surtout, elle aura une fonctionnalité de communication ultra facilitée en fait, pour permettre d'optimiser le suivi des patients. Donc un click to call, des envois de SMS, des envois de MMS et une fonction d'accessibilité au planning, surtout des patients et avec une vérification des professionnels.
Alors, les besoins. Donc, pour une application, nous avons besoin bien sûr d'accompagnement technique pour le développement de l'application et l'hébergement des données de santé. Nous avons aussi des besoins sur le long terme pour que notre application vive dans le design, dans les fonctionnalités, dans le contenu. Donc financièrement, combien ça pourrait coûter? Voilà. Donc on l'a fait chiffrer, donc il faut à peu près compter 20 000 € pour le développement, 5 à 10 000 € pour l'hébergement des données annuellement. Mais sans compter qu'on peut aller chercher des subventions donc auprès de l'ARS, auprès de l'article 51 qui est pour l'innovation. Et du coup, pour aller plus loin, l'application elle peut être développée pour d'autres troubles chroniques, comme les troubles bipolaires par exemple, être développée pour d'autres hôpitaux d'association, mais d'autres hôpitaux aussi en France, partout en France. Elle pourra être automatiquement interfaçable avec le dossier informatique du patient, donc via Cariati, via d'autres logiciels. Et elle pourra débuter en fait, une nouvelle ère pour ce genre d'outils, avec le développement d'intelligence artificielle, donc développé avec le deep learning par exemple, créer des robots conversationnels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les patients, qui s'affinent en fonction du comportement du patient et de la communauté de l'ETP. Donc ça va plus loin que le TP. Ça va plus loin que l'ETP. C'est le système d'information étendu. Oui. Comme disaient nos collègues d'Aubenas, le téléphone, ils sont toujours connectés, c'est la vie au quotidien, donc on ferait partie de leur vie au quotidien. On pourrait leur envoyer des petits messages de leur humeur, ils pourraient effectivement se dire, par rapport à leurs signes de rechute, dépister tout ça, ouais, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Vous avez touché au puits Open. Vous avez vu Oui. Parce que Open, ça permet de financer ça. Les subventions Open de programme d'hôpital numérique. Et on a tous, je crois qu'il n'y a que Rodez qui n'a pas touché. Il y a 4 hôpitaux qui ont touché sur le segment D6. Et le segment D6, c'est exactement les outils de communication avec le patient. Vendre votre téléphone. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Il faut pas prendre celui du voisin. Lequel vous avez choisi? Celui-là, il est mieux que le mien. Ah, les premiers servis, non. Non, moi je n'ai pas de. Ouais, il avait peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semblait avoir lu, il y avait une partie qui concernait la protection des données. Oui. Là, pour le coup, ces applis sont intéressantes, mais c'est un point qui est quand même assez important. L'hébergement des données, oui. Donc, Et la protection, la protection sur des hébergements sécurisés. Ouais. Du coup aussi, on a du mal à parler tout à l'heure. Ça a été pensé pour la sécurité des patients. Vous avez interrogé Simaris s'il proposait, s'il avait l'intention de proposer des modules justement à destination des patients. Non, mais c'est une bonne idée. Là, on est en train de... Parce qu'ils font maintenant des applications Smartid, mais c'est pour les professionnels, tablettes. Mais pour les patients, je ne sais pas du tout s'ils ont quelque chose. Oui, c'est une bonne idée. Dans leur plan de développement. Les solliciter. De toute façon, toutes les applications qu'on a pu voir, c'était vraiment des applications informatives de vie quotidienne. Il n'y avait rien qui existait dans le suivi, nulle part, dans n'importe quel groupe ETP. Il n'y a rien qui existe de tel pour assurer un suivi et permettre des appels directs entre l'équipe et le patient, suivi du planning, etc. À FEAP l'année dernière, j'ai vu une présentation qui a été d'ailleurs filmée, qui, non pas obligatoirement pour la psychiatrie, mais qui était dans ce style-là, c'est-à-dire le suivi à domicile, l'échange entre l'équipe soignante et le patient, savoir ce qu'il faisait à domicile dans le cadre de la rééducation. Donc il y a déjà des choses. Parce que je suppose que ça se construit progressivement, une application comme ça. Oui. Mais oui.
Là, dans ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut imaginer par exemple une première version qui fonctionne en stand-alone et puis après qu'elle soit connectée au système, etc. Parce que la partie, dès lors qu'on va la connecter au système, se posent des problèmes de sécurité, etc., qui sont très compliqués. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'éducation thérapeutique, est-ce que ça suppose forcément une connexion au système central? Alors c'est ce qu'avec Madame Mourier, on avait l'image de la cathédrale. Voilà, le projet entier est la cathédrale, et bien on va peut-être commencer par les marches du bas et puis construire. Donc là, on pense le cahier des charges, on le pense là pour une grosse partie, mais après, effectivement, on va l'outir. On va l'outir et... Merci beaucoup. Merci. Alors, maison durable. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet Maison Durable. Nous représentons aujourd'hui les services généraux de l'hôpital Sainte-Marie de Nice. Et je vous présente Thierry Faisan, mon adjoint, et Philippe Chaffard, responsable des services généraux. Alors, ça va être un peu original, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le coût lié à la consommation électrique de la maison d'accueil spécialisée Loustal? C'est un très beau bâtiment, n'est-ce pas? Le coût lié à la consommation électrique. Annuellement. Oui. Vous êtes assis 60 000 € par an. 60 000 € par an. Pour un bâtiment de 3000 m² de 2012. Ça représente 20 € du mètre carré. Si on ramène ça à l'ensemble des bâtiments que nous comptons reconstruire sur Sainte-Marie-Nice, ça représente 3 Ferrari, donc des coûts d'exploitation qui vont être pharaoniques. Face à ce constat, les services généraux se devaient de proposer des solutions. Afin donc de transformer ce bâtiment en tout électrique de 2012, donc il est en tout électrique, on est mono-énergie, en bâtiment autonome, en installant un système de pilotage intelligent, ça c'est le plus important, mais avec un partenariat innovant tripartite, c'est-à-dire Association hospitalière Sainte-Marie, la recherche et les industriels. L'innovation elle est là, on va travailler en groupe. Donc pour ce faire, on a commencé à élaborer une préétude de faisabilité, histoire de voir comment y aller, comment faire, etc. On s'est rendu compte, on a fait une étude de constat, donc on a fait 4 constats principaux. Le premier, c'est le plus important, le coût de l'électricité va augmenter de 100% d'ici 2032. 100%. Ce coût, il est lié à l'opération Grand Carénage. C'est une opération qui va remettre à niveau nos centrales nucléaires. C'est suite à la catastrophe de Fukushima. Il faut savoir que ça a déjà été voté en commission de régulation de l'énergie. C'est acté. Ça veut dire qu'on va, en 2032, arriver sur ce bâtiment à un coût de 40 € du mètre carré. On est à 6 Ferrari là, sur Sainte-Marie-Nice en 2032. Si on a une pour moi, je prends. Enfin, ça fait réfléchir un petit peu quand même. Le deuxième constat, c'est que pour aller au bout de notre réflexion, c'est-à-dire vraiment un pilotage autonome et intelligent, on n'a pas trouvé d'offre. Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Il y a des systèmes, etc., mais il n'y a rien qui rend le bâtiment autonome. Le troisième, j'ai travaillé un peu pour l'État, dans l'université, je me suis rendu compte que le domaine de la recherche, il a du mal à venir tester ses hypothèses au réel, sur un bâtiment qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec comme contrainte l'obligation de continuité de soins, c'est notre boulot de tous les jours, mais la continuité de service, ça c'est notre boulot de tous les jours. Bon, donc voilà. Et on a comparé aussi aux nouveaux immeubles innovants, ils sont à peu près à 12 € du mètre carré sur le coût électrique. Donc vous voyez, nous, on est très très loin. Bon là je vois j'ai fait flipper tout le monde, tout le monde a peur. Donc bon, on va rassurer tout le monde, on a des solutions à Nice. On a beaucoup réfléchi, etc. Premièrement, nous disposons d'un bureau d'études pluridisciplinaire en interne.
Ça, c'est une chance. On a un autre bureau d'études. On est habitué à travailler avec un réseau local. Et on est pilote développement durable chez nous. Les pilotes sont au service général. Donc on a des connaissances. Dans ce réseau local, il y a l'Université Côte d'Azur. C'est une chance aussi qui rayonne de façon nationale. C'est un véritable vivier de pionniers dans le domaine de la recherche et de la formation. Donc, tant qu'à faire, autant s'appuyer sur eux. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, là je vais bégayer, je le sens, le Club Smart Grid Côte d'Azur. Là, c'est un club qui intègre l'ensemble des acteurs innovants de la Côte d'Azur. C'est-à-dire des gros groupes. J'ai une plaquette ici que je pourrais vous montrer après dans les questions-réponses, avec des maîtres d'ouvrage, des constructeurs, des cabinets d'expertise, tout un tas d'entreprises. Voilà. UCA, qui fait l'Université Côte d'Azur, qui fait aussi partie du projet, via deux structures, dont un UT. Alors, comment on va faire? C'est simple. On va agir par étapes. Il faut savoir que chaque étape est autonome et réversible. L'étape 1, c'est de taper où ça fait mal, on va dire. C'est-à-dire poser une centrale photovoltaïque avec pile de stockage. Donc là, on va faire chuter immédiatement le coût électrique, puisqu'on va autoconsommer. La deuxième, c'est la création d'une gestion technique énergétique du bâtiment. C'est comme une gestion technique centralisée, mais en plus. On va faire du pré-pilotage. Et la mise à niveau des terminaux de climatisation qui, eux, pour le moment, sont obsolètes et non communicants. L'étape 2, c'est la gestion des fluides. Là, on va agir sur les fluides, c'est-à-dire l'arrosage, le bouclage d'eau chaude sanitaire et les cuves de récupération d'hydrocarbures, qui sont maintenant obligatoires dans le parking, etc. Cette phase, elle prépare techniquement la mise en expérimentation du bâtiment. L'étape 3, c'est la plus novatrice, c'est la mise en expérimentation du bâtiment, c'est-à-dire qu'il sera prêt à recevoir les domaines de recherche et les industriels. Donc, ça consiste à la mise en place de bornes intelligentes pour véhicules électriques connectés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piquer l'électricité des véhicules qui seront garés chez nous, qui est peu intéressant. La réutilisation des batteries de seconde vie. Oui, je me sens bien. Donc, je finis. Donc, la réutilisation de batteries de seconde vie, type Zoé, Leaf, etc. Donc, on va les récupérer, on va les mettre chez nous. Et le fonctionnement, l'autonomie de fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire qu'une pièce ne sera pas occupée, elle sera mise en veille, etc. Donc, sur les besoins, je vais aller très vite. C'est juste les investissements que j'ai listés dans chaque étape, hein, donc les centrales photovoltaïques, etc. Tous les équipements techniques, c'est ça l'investissement. Je tiens juste à rappeler pour conclure que l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, c'est l'avenir. Merci. Bon, je vais t'entraîner, j'étais à 7 minutes, mais là... J'avais une question, je n'ai pas compris l'histoire avec les voitures électriques. Vous avez en fait, ce qui se passe, c'est que... Voilà, exactement. Ce qui se passe actuellement, il n'y a qu'une seule marque qui le fait, malheureusement. Je vais la citer, c'est la Nissan Leaf, qui vient une borne de 22 kW, est capable de charger très très vite le véhicule, c'est-à-dire moins d'une heure. Mais surtout, cette borne elle est intelligente et pilotable. Il n'y a pas le cerveau encore, il n'existe pas ce cerveau, on veut le créer. Qui est capable de prendre l'électricité dans le véhicule quand il ne fonctionne pas. La pile va alimenter l'électricité du bâtiment. Ça existe déjà, hein, les piles au lithium, il y a beaucoup d'usines qui fonctionnent avec des piles au lithium le week-end par exemple. Après, il faudra bien réalimenter la voiture. Oui, mais c'est pas grave. Parce que la question c'est, quand est-ce que j'achète l'électricité? C'est tout bête, vous avez tous le petit contacteur qui fait du bruit là, le jour nuit. Mais nous, on va acheter l'électricité lorsqu'elle est pas chère. Lorsqu'elle est pas chère, on va la restituer quand elle est chère. Elle est là, l'astuce. Là, vous commencez à piloter. Mais pour piloter, il faut un cerveau. Il faut quelque chose qui agisse. Et ça n'existe pas. Donc ça veut créer une intelligence artificielle via la recherche. Il faut savoir que Unité Côte d'Azur et Métropole travaillent via le Club Smart Grid sur ce qu'on appelle Nice Smart Valley, c'est-à-dire Nice Méridia, qui est un écoquartier flambant neuf. Il y a deux bâtiments de recherche qui vont être créés par l'Université Côte d'Azur, dont un qui est un immeuble de recherche,
qui lui va faire joujou avec ça, en fait, hein, qui va créer des process et des hypothèses. Mais ce bâtiment, c'est un bâtiment de bureau. Il fonctionne 8-17, la nuit, il se passe quoi? Et vous dites que dans le monde, à l'heure actuelle, il n'y a pas ce cerveau-là. Non. Aux États-Unis, à la Silicon Valley. Bien sûr que oui. D'accord. Vous en êtes où du projet? Alors, là, on a commencé. Alors, j'ai rencontré monsieur Pierre Jambard, pour ne pas le nommer, qui est donc le directeur de l'Institut Méditerranéen, je vais louper, des risques. Bon, c'est l'IMRED. Ça, c'est dans le dossier, le détail dans le dossier. Qui est tout à fait preneur d'un tel projet. On va, je pense, j'espère, intégrer le club Smart Grid, c'est totalement gratuit, où je vais avoir accès à tous les acteurs locaux. Donc il y a Bouygues, Vinci, via WIT, qui est lui un développeur de solutions de pilotage, qui est un système ouvert où on peut interconnecter plusieurs logiciels. WIT est en très preneur d'ouvrir son projet, d'ouvrir ses logiciels et ses process, et de venir tester chez nous gratuitement. C'est ça que l'innovation, on va la tester sans risque, bien sûr, pour la continuer sans service. Mais elle est complètement réversible. Si un système qui ne fonctionne pas, hop, on l'enlève. Vous avez indiqué dans votre dossier des idées de montant d'investissement, etc. Oui. Vous avez fait un calcul de retour sur investissement? Oui. Alors, je suis content parce que j'attendais la question. Alors, il faut savoir que le retour d'investissement sur l'eau solaire, on va rester centrale photovoltaïque, ça va vous donner une image, on est à 12 ans, ce qui est plutôt correct. À partir de 12 ans, on commence à gagner de l'argent. Bon. Du coup, sur la phase 1, si on fait la phase 1 complète, sur 12 ans, ça représente un montant de un peu plus de 28 300 € par an d'investissement. Ce qui est, je trouve, plutôt raisonnable. Si on fait la phase 1 et la phase 2, on monte à 36 600 € par an. Tout en sachant que dans ce club, il y a le département, il y a divers organismes qui pourront nous donner subventionner. Par exemple, tout bêtement, la fiche CE. La fiche CE, elle est faite pour ça. Vous dites 28 000 €. On comprend pas bien là, mais visiblement, l'investissement de base, c'est 300 000 € déjà. Oui, 340, mais si on l'étale le calcul, je l'ai fait sur le retour d'investissement de la centrale, c'est-à-dire sur 12 ans. Si je l'étale sur 12 ans, ça ne représente que 28 000. Alors certes, oui, il faut sortir les 340 000 tout de suite, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais je trouve que l'amortissement, il est plutôt raisonnable. Il correspond à 28 000 € par an. Est-ce que la masse supporte cet investissement? Je ne peux pas parler au nom de la maison d'accueil spécialisée. Non, mais c'est pas mon budget. Moi j'aimerais vous dire oui tout de suite. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, que ce projet soit porté au niveau association. Pour être clair, à votre niveau. Parce que je pense que demain, ça peut ouvrir une réflexion sur les bâtiments que nous construisons. Vous voyez, par exemple, là, c'est un bardage. C'est très beau. Vous avez raison, mais le projet il peut être porté par l'association. Je parle portée financière. Oui, mais financièrement, c'est un autre débat. J'entends. Mais c'est une arme à double tranchant. Si l'association commence à financer le fonctionnement et la remise en état en dehors